Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Prof Carole Crier où je vous présente des vidéos de cours en gestion comptable et financière. Ici, il s'agit d'un niveau de base de comptabilité, il s'agit de traiter des immobilisations. Dans quel cas est-ce qu'on va classer une acquisition en immobilisation et sous quelle forme, enfin dans quel compte d'immobilisation. Je vous laisse vous installer et je vous présente ça juste après. Donc, dans un premier temps, la question qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'on va classer une acquisition, un élément qu'on a acheté, un bien qu'on a acquis, en immobilisation. Alors, il faut repartir de la définition d'une immobilisation. Une immobilisation, c'est un élément de l'actif qui est destiné à être durable pour l'entreprise. Alors, en comptabilité, durable, ça a une signification particulière. Durable, ça veut dire en fait qu'on a une durée d'utilisation supérieure à 1 an, au-delà d'un exercice comptable. Et puis, on va quand même rajouter un autre argument. Quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qui n'est pas consommé lors du premier usage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser plusieurs fois pendant plus d'un exercice comptable. Et il faut savoir qu'en termes d'immobilisation, donc compte de la classe 2, il existe 3 catégories d'immobilisation. Première catégorie qui arrive dans le plan de compte, ce sont les immobilisations incorporelles. Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le toucher. Et donc une immobilisation incorporelle sera classée dans les comptes qui commenceront par 20. Deuxième catégorie, qui est plus facile à comprendre, la catégorie des immobilisations corporelles. Une immobilisation corporelle est un actif physique. Donc vous verrez que là, on peut les toucher et moi, du coup, je pourrais même vous montrer un certain nombre d'exemples d'immobilisation corporelle. Et donc, elles sont classées dans les comptes commençant par 21. Et enfin, les immobilisations financières. Et donc, une immobilisation financière, c'est un actif, en fait, monétaire. C'est un titre financier et il s'est classé dans les comptes soit 26, soit 27. Enfin, ce qui commence soit par 26, soit par 27. Alors l'idée, c'est donc de comprendre un peu mieux cette classification des immobilisations et d'approfondir ces 3 catégories d'immobilisation qu'on vient de voir. Première catégorie donc, dont on a parlé, c'est la catégorie des immobilisations incorporelles. Alors ce qui est compliqué pour moi là dans une vidéo, c'est que je ne peux pas vous les montrer, puisque par définition, une immobilisation incorporelle est un actif sans substance physique, un actif non monétaire, mais sans substance physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le toucher. Donc je vais reprendre le plan de compte et vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Le premier compte, c'est le compte 201, frais d'établissement. Il va regrouper en fait l'ensemble des frais qui sont nécessaires pour créer l'entreprise. Ça peut être des frais d'avocat pour rédiger les statuts de l'entreprise, des frais pour déposer les statuts au greffe du tribunal, pour s'enregistrer. Donc c'est un certain nombre de frais qui sont engagés par l'entreprise lors de sa création, voire lors de sa modification, son évolution. Parfois, on va changer des statuts. Et l'entreprise a la possibilité, c'est pas obligé, de considérer que ces différents frais, en fait, ils vont générer des flux économiques futurs puisqu'ils vont permettre l'exploitation de l'entreprise. Et donc, l'entreprise peut décider de les classer, non pas en charge, mais en immobilisation. Deuxième compte qu'on va retrouver en immobilisation incorporelle, le compte 203, frais de recherche et développement. Alors, la réglementation sur ce que l'on intègre en frais de recherche et développement a évolué au fur et à mesure, ce qui fait qu'aujourd'hui, la dénomination, elle est quand même très trompeuse, puisque en fait, ce qu'on entend en 203, ce sont uniquement des frais de développement. Tout ce qui est recherche fondamentale ou recherche appliquée, donc recherche fondamentale, on cherche à développer des procédés, sans aucune réflexion en termes de produits, de clients, etc. Recherche appliquée, on essaye de développer un produit en pensant à un client. Donc que ce soit recherche fondamentale ou recherche appliquée, ça ne vient pas dans ce compte 203. Ce qu'on va y mettre par contre, c'est des frais de développement, c'est-à-dire que j'ai un procédé qui existe, j'ai en idée un produit qui pourrait intégrer le procédé et répondre à mes clients. Je sais que ça va fonctionner, j'ai déjà bien avancé dans mes recherches. Je vais donc développer un prototype et développer en fait un nouveau produit. Et donc là, on utilisera le compte 203.
Troisième compte, c'est le compte 205 avec un nom à rallonge, concession, droits similaires. Et donc dedans, on va avoir les brevets, les licences, les marques, tout ce qui est procédé, logiciel, droits et valeurs mobilières. C'est en fait des droits à utiliser de la connaissance, des droits à utiliser un code, hein, les logiciels c'est ça, un nom de marque. Voilà. Donc en fait c'est un ensemble de droits qui sont protégés ou qu'on va payer et qui vont nous permettre encore une fois de générer des flux économiques futurs. Le compte 206, droit au bail. Alors pareil, l'existence même du droit au bail a évolué ces dernières années. Il n'existe maintenant que pour les entreprises. Avant, il existait aussi pour les particuliers. C'est quelque chose que l'on paye en plus du loyer qui est lié à la durée du bail que l'on signe. En fait, lorsque vous signez un bail, donc un contrat qui va avec le contrat de location, vous le signez pour une certaine durée. Et donc, pendant certaines durées, vous êtes certain de rester dans le local concerné. Et donc, ça va vous procurer des avantages économiques. Mais par contre, vous allez payer ce droit, cet engagement de la part du propriétaire. Et donc, on va enregistrer cet engagement financier en droit au bail. Le compte 207, fonds commercial. Alors, il est différent, attention, la notion de fonds commercial en comptabilité est différente de la notion fonds de commerce en droit privé. Il y a des petites ressemblances, mais c'est deux notions différentes. Le fonds de commerce, d'un point de vue juridique, ça peut être lorsqu'on cède un fonds de commerce, on va pouvoir intégrer évidemment la clientèle, la marque, la devanture, mais on va pouvoir aussi intégrer du stock, du rayonnage. En comptabilité, la notion de fonds commercial, en fait, elle n'intègre pas de biens physiques. Je voulais parler de rayonnage ou de stock, il n'y en a pas en comptabilité. Et en fait, le fonds commercial, c'est la différence entre le prix que vous payez et la valeur comptable de ce qu'on vous transmet. Donc en fait, par exemple, lorsque j'achète une entreprise, c'est le seul cas où on aura du fonds commercial, lorsqu'on fait une acquisition d'une autre entité. Lorsque j'achète une entreprise, si la valeur comptable est de 100 000 et que suite à la négociation, j'achète l'entreprise 120 000 et que je ne peux pas justifier cette différence de 20 000 autres par le fait de la négociation, de la confiance dans les capacités de cette nouvelle entreprise, de cette entreprise que j'achète, et bien en fait, cette différence de prix, je vais la mettre en fonds commercial. Et donc, ça va me rapporter, je considère que ce fait de payer plus cher l'entreprise que sa valeur comptable, eh bien, va me permettre de générer des bénéfices futurs. Et puis, enfin, dernière catégorie qui est, comme souvent en comptabilité dans les comptes où on a un 8 à la fin, c'est une catégorie fourre-tout un petit peu. Donc, c'est autre immobilisation, c'est immobilisation incorporelle, vous pouvez dire aussi diverses, qu'on va retrouver assez régulièrement dans la numérotation des comptes. Et là, en fait, lorsqu'on ne rentre pas dans une autre catégorie, on mettra dans cette catégorie. Alors, de façon plus simple maintenant à comprendre, les immobilisations corporelles, on a dit ce sont des actifs physiques, donc je vais pouvoir les montrer. Premier actif, le compte 211, terrain. Alors attention, quand on parle de terrain, on parle du sol et non pas du sous-sol. C'est deux choses différentes et en particulier, vous verrez après, lorsque vous traiterez d'amortissement, c'est un comportement différent. On va avoir dans les terrains, alors je reste sur les catégories principales, parce qu'après il y a des sous-catégories bâtis, non bâtis. Deuxième type de compte, les agencements et aménagements de terrain. Donc là, c'est différent du terrain. Le terrain, il est brut. Les agencements, je vais faire des tranchées, je vais faire des grillages, des clôtures. Voilà, je vais aménager un petit peu mon terrain. Le compte suivant, c'est le compte 213. C'est ce qu'on va mettre sur les terrains, qui est durable. C'est les constructions. Et par contre, on a une catégorie un peu particulière. Le compte 214, c'est construction sur sol d'autrui. Là, on sera sur des constructions temporaires. Le terrain ne nous appartient pas, donc il faut être capable de pouvoir démonter. Autre immobilisation corporelle, alors celui-là c'est pareil, on l'utilise souvent en industrie, il comprend plein de sous-comptes, c'est le compte 215 avec un nom à rallonge, vous allez voir il se retient facilement, c'est installation technique, matériel et outillage industriel. Et donc retenez en fait le terme ITMOI, installation technique, matériel et outillage industriel, c'est des machines, c'est l'outil de production d'une entreprise industrielle de façon générale. Le compte 218, c'est comme tout à l'heure, on a dit en 8, c'est un peu du fourre-tout. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît dans le compte 218 ? Le matériel de transport,
le matériel de bureau, matériel informatique, on a aussi du mobilier, on a, pour ceux que ça intéresse, le compte 21,85, c'est du cheptel, c'est dès qu'on est dans l'agriculture, c'est les animaux, en fait, les bovins, les ovins que vous avez. Enfin, voilà, c'est différents comptes d'immobilisation corporelle, c'est physique et, on vient de dire, ça peut même être vivant. Alors, ce qui est important maintenant, c'est d'être capable de savoir quand est-ce qu'on va enregistrer en immobilisation corporelle ou incorporelle et quand est-ce qu'on va enregistrer en charge. Ça, c'est fondamental. Alors, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a une facture d'achat? Si on n'a pas de facture d'achat, ça veut dire qu'il n'y a pas d'achat. Donc, on n'utilisera ni un compte de la classe 2, ni un compte de la classe 6. Hein, bien intégré. Pas de facture d'achat, pas d'achat. Maintenant, si on a une facture d'achat, on va se poser la question, le bien que j'achète, est-ce que j'ai prévu de l'utiliser plus d'un an? C'est vraiment important, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas est-ce qu'on va finalement l'utiliser plus d'un an, c'est est-ce qu'on a prévu de l'utiliser plus d'un an. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que la machine elle tombe en panne au bout de 6 mois que ce sera plus une immobilisation. Et ce qui est important, c'est l'intention au moment de l'achat. Donc, si on n'a pas prévu d'utiliser ce bien plus d'un an, et bien dans ce cas-là, ce sera consommé, donc ce sera une charge. Si maintenant on a prévu de l'utiliser plus d'un an, on va se poser la question, est-ce qu'on va le consommer lors du premier usage? Si on le consomme lors du premier usage, ce n'est pas une immobilisation puisque ce n'est pas durable, c'est donc en charge. Si au contraire, c'est on a la facture d'achat, plus d'un an, pas consommé lors du premier usage, on va se poser la question, est-ce que ce bien est de moindre importance? Alors attention, cette notion-là est une notion comptable. Et ici, je vous ai mis un montant de 500 €. Et là, je vais vous dire, attention, ces 500 €, c'est fiscal. En effet, en fiscalité, on a cette même notion. Et en fiscalité, on dit qu'un bien est de moindre importance s'il a un montant inférieur à 500 €. Mais ça n'a rien d'une notion comptable. Comptablement, c'est moindre importance. Et la notion d'importance en comptabilité se réfléchit par rapport à l'ensemble de l'entreprise et non pas par rapport à un montant fixe pour toutes les entreprises. Si ce bien est de moindre importance, dans ce cas-là, on va pouvoir décider de le comptabiliser en charge. Si au contraire ce bien a une importance non négligeable, on va le comptabiliser en immobilisation. Je vous donne un exemple, vous êtes une start-up et vous achetez un ordinateur, portable pour aller faire des visites, donc vous y mettez 450 €. Hein, vous êtes start-up, vous n'avez pas beaucoup de moyens et ce n'est pas votre ordinateur principal. La question qu'on se pose, donc, c'est est-ce que vous avez prévu de l'utiliser plus d'un an? Oui. Est-ce que vous allez consommer la première fois? Non. Est-ce que c'est un bien de moins d'importance? Si je suis une start-up, si je décide de mettre cet ordinateur en charge, lorsque je vais présenter mes comptes, mon bilan la première année, je n'aurai rien en actif. Et ça, c'est quand même problématique pour une entreprise, à la fin du premier exercice, de dire patrimoine zéro. Donc, la notion de moindre importance en comptabilité ne se mesure pas par rapport à un montant absolu, elle se mesure par rapport à la taille de l'entreprise. Et donc, chaque entreprise, chaque comptable peut définir un seuil qui lui est propre. Et donc, il va dire, voilà, en dessous de tel montant, moi, dans mon entreprise, je considère que c'est un bien de moindre importance et je le mettrai en charge. Ou au contraire, non, c'est un bien qui a une importance certaine, même si c'est un montant qui peut paraître faible pour certains, et donc je le mettrai en immobilisation. Et on n'est pas obligé d'être à 500, hein, on peut être au-delà. Donc tout va dépendre de l'entreprise. Donc ça, c'est les différentes questions que vous devez vous poser, savoir du coup, est-ce que je mets dans un compte de la classe 6 ou est-ce que je mets dans un compte de la classe 2. Troisième catégorie qu'on a vue sur les immobilisations financières, donc ce sont des titres sans substance physique. Donc ce sont des titres financiers, attention, ce sont des immobilisations, donc ce sont des titres financiers destinés à être détenus plus d'un an. Maintenant, il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories de titres. D'une part, les actions, c'est une part sociale, c'est une partie de l'entreprise, c'est un titre de propriété. Et cette action, elle va vous permettre de voter en assemblée générale ordinaire. Et puis surtout, quand vous possédez une partie de l'entreprise, en fait, vous possédez aussi une partie des bénéfices de l'entreprise. Et donc, cette action va vous donner droit à ce qu'on appelle des
dividendes, c'est-à-dire une partie des bénéfices, proportionnellement à la partie de l'entreprise que vous possédez. L'autre catégorie d'actions est différente, ça s'appelle des obligations. Et cette fois-ci, ce n'est pas une partie de l'entreprise, c'est un titre de créance. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à l'entreprise. Et comme tout prêt, vous allez avoir droit à deux choses. D'une part, vous aurez droit à un remboursement de ce que vous avez prêté, donc un remboursement de la valeur du titre. Et puis, comme tout prêt, vous aurez aussi droit à un paiement des intérêts. Donc, tous les ans, ce qu'on appelle le coupon, on va détacher le coupon, on va vous verser une somme d'argent pour financer, pour financer le service que vous avez rendu, qui est à savoir de prêter de l'argent. Pour les immobilisations financières, en fait, la catégorie du titre n'intervient pas dans le fait de se poser la question, est-ce que c'est une immobilisation financière ou pas? En fait, lorsqu'on achète un titre, on se dit soit ça va être détenu plus d'un an, c'est une immobilisation financière, soit c'est détenu à moins d'un an, et dans ce cas-là, on mettra ça dans le compte valeur mobilière de placement, c'est les comptes 500, et on va retrouver le compte 503 actions, le compte 506 obligations. Mais attention, c'est bien, est-ce qu'on va détenir plus d'un an, et dans ce cas-là, on mettra ça dans le compte de la case 2, on va voir ensuite quelle classification, ou est-ce que ça a moins d'un an, et dans ce cas-là, ce sera un compte de la case 5. En termes d'immobilisation financière, il y a en fait trois grandes catégories. La première catégorie, c'est le compte 261, titres de participation. C'est lorsqu'on achète des titres dans l'objectif de participer, de prendre le contrôle un petit peu, de participer à la gestion d'entreprise. Alors, prendre le contrôle, ce n'est pas forcément être majoritaire, mais c'est d'avoir une influence dans la gestion de l'entreprise. Donc, on aura des titres de participation que si le titre y ressemble à une action ou assimilée. C'est-à-dire qu'en fait, ce titre donne droit à un vote, ou va permettre d'avoir des membres dans le conseil d'administration d'entreprise, ce qu'on n'aura pas dans le cas d'une obligation. Deuxième catégorie de titres, le compte 273, titres immobilisés de l'activité de portefeuille. On dit les TIAP. Cette fois-ci, j'ai acheté des titres, c'est des immobilisations, donc je les garde plus d'un an, et par contre, je les ai achetés non pas pour gérer l'entreprise, mais pour avoir une plus-value financière. Donc une plus-value financière à long terme, mais une plus-value financière. Et ce titre que j'ai acheté, je l'ai acheté, mais j'en ai acheté un parmi plusieurs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une activité, on dit une activité de portefeuille, j'ai acheté plusieurs titres, j'ai diversifié mes risques. Et donc, en fait, c'est une activité à part entière de l'entreprise que d'acheter des titres pour retirer une plus-value financière. Et puis, parfois, j'ai des titres, mais j'ai des titres tout seuls. Dans ce cas-là, on va les classer dans le compte soit 271, si c'est plutôt des titres qui ressemblent à des actions, soit 272, et c'est des titres qui ressemblent plutôt à des obligations. Et en fait, ces comptes 271 et 272, c'est lorsque j'ai acheté un titre. Alors, quand je dis un, c'est une catégorie de titres. Je n'ai pas forcément acheté un, je peux en avoir acheté sans action, mais sans action de l'entreprise, je ne sais pas moi, Cuxo. Et donc, si j'ai que des titres d'une entreprise, et j'ai pas d'activité globale, je vais pouvoir les mettre dans les comptes 271, 272. C'est des titres que j'ai acquis en vue de les conserver à long terme, mais sans volonté de participer à la gestion de l'entreprise et sans activité de portefeuille. Alors maintenant, on va voir le schéma d'écriture lors de l'acquisition de ces immobilisations. Alors, dans un premier temps, avant de voir le schéma, il faut savoir à quelle valeur on va comptabiliser ces immobilisations. Vous allez voir que finalement, c'est presque plus simple que lorsqu'on décide de les mettre en charge. Les règles de départ, c'est la suivante. Les immobilisations s'enregistrent à leur coût d'acquisition. Reste à savoir ce que c'est que ce coût d'acquisition. Alors, le coût d'acquisition, c'est deux éléments. C'est le prix d'achat. Attention, quand on prend le prix d'achat pour une immobilisation, on enlève toutes les réductions. Les réductions commerciales, rabais, remises, ristournes, comme on faisait pour une facture classique. Mais on enlève aussi l'escompte. Donc, on prend le net financier. Et à ce net financier, on va rajouter tous les frais accessoires. Les frais de transport, les frais de préparation, mais on va même rajouter des frais nécessaires à l'utilisation de l'immobilisation. C'est-à-dire que je peux avoir des travaux, je peux avoir des frais d'installation. C'est-à-dire que quelques jours après, j'ai besoin de mettre en place quelque chose, de changer quelque chose, et c'est nécessaire pour l'utilisation de l'immobilisation. Je vais aussi intégrer ces frais dans le coût d'acquisition de l'immobilisation, c'est-à-dire que je les enregistrerai dans le même numéro de compte que la facture de départ. Seule exception,
on en a deux. C'est les droits d'enregistrement, c'est-à-dire que des impôts en fait qu'on paye sur les acquisitions, et les honoraires qui, eux, on va les garder en charge. Donc 63, impôts, taxes et versements assimilés, ça sera tout ce qui est droit d'enregistrement, carte grise aussi par exemple, et 622, honoraires, avocat ou au conseil juridique autre. Alors, point de vue schéma d'écriture, on va faire les deux cas, on va faire comptant et à crédit. Alors, à comptant, on fait l'acquisition d'une immobilisation, on va donc débiter, on a un flux entrant, compte de la classe 2 d'immobilisation pour le coût d'acquisition, hein, ça c'est très important. Et sur cette acquisition d'immobilisation, on va avoir de la TVA. Donc 44,56 TVA déductible, et comme c'est sur IMO, 44,56,2, on va retrouver le 2 du compte d'immobilisation. Et puis je paye comptant, donc j'ai un crédit. Flux sortant, je crédite 512 banques. Si cette fois-ci, on fait un achat à crédit, on va retrouver les mêmes flux entrants, donc l'immobilisation et la TVA. Et cette fois-ci, en flux sortant, on a une reconnaissance de dette envers un fournisseur. Et attention, dans le cas d'une immobilisation, c'est le compte 404 fournisseurs d'immobilisation. Petite précision aussi sur le cas d'une avance. Donc une avance, alors pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait sur des immobilisations, on est sur des gros montants, des fois sur des processus de production longs. Et donc souvent, plus souvent que sur des achats classiques, on va avoir tendance à, le fournisseur aura tendance à demander le paiement d'une avance pour sécuriser le processus de production. Dans le cas d'une immobilisation, l'avance constitue en fait une immobilisation en cours, donc soit c'est une avance sur immobilisation incorporelle, c'est le compte 237, soit c'est une avance sur une immobilisation corporelle, c'est le compte 238. Et c'est pour le montant payé. On ne se pose pas la question de la TVA, puisque c'est avant la facture, c'est-à-dire avant la livraison, c'est-à-dire avant le fait générateur de TVA. Donc en fait, vous enregistrez en flux sortant le chèque que vous faites, et en contrepartie, vous enregistrez dans un compte 238 pour une IMO corporelle. Le montant que vous avez payé, c'est le montant de l'avance. Alors ensuite, le paiement de l'avance dans le cas d'une acquisition d'immobilisation. Donc on est à la date de l'avance, et donc à la date de l'avance, je paye. Donc il sort, je crédite le compte banque du montant payé. Je vous rappelle qu'une avance, c'est lorsqu'on paye avant la facture, c'est-à-dire avant la livraison étant le fait générateur de la TVA. Lorsqu'on paye, en fait, on ne se pose pas la question de TVA ou pas de TVA. Donc on raisonne sans parler de TVA, et surtout, il n'y a pas de TVA déductible. Et donc, en contrepartie, j'ai enregistré un compte d'avance. La particularité par rapport à un compte de charge, c'est qu'on ne va pas utiliser un compte de fournisseur, on va utiliser un compte d'IMO, compte de la classe 2. Donc, en fait, c'est assimilé à une immobilisation en cours, 23. Et si c'est une IMO incorporelle, ce sera le compte 237. Si c'est une immobilisation corporelle, ce sera compte 238. Alors avant de vous proposer une application corrigée, petite nouveauté, je vous propose dans ces vidéos de vous donner les points clés que vous devez mettre sur votre fiche. Alors, je ne vous propose pas la fiche, mais voici là les 5 points clés que vous devez absolument mettre sur votre fiche pour bien apprendre votre cours. Idéalement, vous connaissez votre cours et ensuite vous faites l'application que je vous propose juste maintenant. Donc l'application, on va travailler sur une presse. Donc le 10 janvier, suite à la commande d'une presse industrielle, on verse un acompte de 5 000 €. Le 16 mars, la presse est livrée, accompagnée de la facture. Et sur la facture, il y a un montant brut de 1 million qui apparaît, une remise de 5% qui est accordée, des frais d'installation pour 2 000 €. Et tout ça est soumis au TVA de taux normal. Et vous avez le numéro de la facture. 2 jours plus tard, il faut que j'aménage mon local, en fait, parce que ma machine, ma presse, pour l'instant, elle ne rentre pas, elle ne peut pas s'installer, je peux les branchements qui ne vont pas. Donc, j'ai des frais d'aménagement du local qui sont nécessaires, qui sont donc réalisés et facturés avec la facture 786 pour un montant de 2 500 €. Par ailleurs, le 25 mars, j'ai besoin de former mes ouvriers pour qu'ils puissent utiliser la presse. Et donc, je forme 5 ouvriers, montant de la facture de formation, 750 € hors taxe, TVA au taux normal. Et enfin, je règle la facture de la presse, la facture 654, le 30 juin. Donc, je règle la totalité de ce que je dois payer sur cette facture. Je vous demande bien évidemment de passer les écritures permettant de comptabiliser les différentes opérations ci-dessus. Enfin, celles que je viens de vous expliquer, quoi.
Donc, bien évidemment, vous avez essayé de faire. Je vous rappelle qu'en comptabilité, on apprend, enfin on comprend, on apprend, on fait et on refait. Donc là, vous avez essayé de faire, je vous corrige tout ça. Donc on est au 10 janvier. Au 10 janvier, je paye une avance. Donc on va commencer par ce flux de trésorerie. On crédite la banque pour 5 000 €. Et en contrepartie, je vais enregistrer une avance. Cette avance, contrairement à une charge, c'est une avance sur IMO. C'est considéré comme une IMO. Ce n'est pas un compte de tiers. Et donc le compte, c'est 238 parce qu'il s'agit d'une immobilisation corporelle. Le 16 mars, je reçois donc la facture de la presse. Alors, ma presse, elle apparaît pour un montant de 1 million fois 0,95, j'ai une remise de 5%, et j'intègre dans le coût d'acquisition de cette presse les frais d'installation. Donc, en montant de ma facture, je vais donc faire rentrer ma presse, un compte 21,54 pour ces 952 000 que je viens de vous expliquer en calcul. J'ai dessus de la TVA déductible et normalement je dois payer mon fournisseur. Sauf que je l'ai déjà payé. Je l'ai déjà payé pour 238. Donc mon avance en fait n'a plus raison d'être. Une avance c'est avant la facture. Dès lors qu'on a la facture, on solde l'avance. Et donc finalement, je dois à mon fournisseur le montant restant, avance déduite. Donc je dois à mon fournisseur 1 137 400. Le 18 mars, je dois installer, aménager mon local, sinon je ne peux pas brancher correctement ma machine. Donc je reçois une nouvelle facture. Et même si cette facture, c'est une facture pour des travaux, je dois considérer que ces travaux en fait sont indispensables à l'utilisation de la presse. Donc je dois utiliser le même compte que la presse. Donc je réutilise le compte 21,54, ma TVA sur IMO et mon compte de fournisseur d'IMO. Donc ça c'est important, quelle que soit la nature des travaux, ici des travaux d'installation, je ne vais pas mettre ça en aménagement ou en installation, je vais remettre ça dans le même compte d'immobilisation, ici 21,54. Quelques jours plus tard, je vais former mes ouvriers, donc on est au 25 mars, je reçois la facture de formation des ouvriers. Et là, c'est une facture que je vais mettre en charge. Pourquoi? Parce que la formation de mes ouvriers n'est pas indispensable au fonctionnement de la presse. C'est indispensable pour que mes ouvriers puissent utiliser la presse, mais même si j'allume la machine, elle fonctionnera, même si mes ouvriers ne sont pas formés. Donc ici, c'est une facture classique, donc j'ai été chercher un compte de charges divers, frais de formation. C'est moi qui ai mis le 41, ça n'existe pas. Ma TVA déductible sur biens et services et une dette envers mon fournisseur pour le montant TTC. Et puis enfin le 30 juin, je paye le solde de ma facture. On va donc au 30 juin solder. Donc je regarde combien j'avais dans le montant 404 qui normalement est créditeur. Là je le débite pour 1 137 400. Et ce 1 137 400, c'est le montant du chèque que je fais. Donc le montant du crédit, du solde, du compte banque. Voilà pour cette vidéo concernant le classement et l'acquisition des immobilisations. J'espère que vous avez tout compris, que le petit exercice vous a plu. Donc la nouveauté sur cette vidéo, la particularité, c'est la petite diapo sur les points clés de votre fiche. Si ça vous est utile, j'aimerais bien voir vos retours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et puis à partager. Les bonnes choses, ça se partage. Je vous souhaite bon apprentissage et à bientôt.